Alberta, une dernière question en fait par rapport à cette, on va dire ce tournant sécuritaire et autoritaire, si je puis dire comme ça, en fait, avec ces différentes lois, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une envie, notamment, d'empêcher toute forme de mobilisation demain dans la jeunesse? On sait à quel point, dans cette crise sanitaire, tu en as parlé, la jeunesse aussi est en première ligne, c'est-à-dire on voit que dans certaines facultés, certains attendent parfois 2-3 jours avant de pouvoir récupérer de quoi manger, en fait, à quel point il y a une pauvreté, une précarité très importante, en fait, parmi les jeunes des différentes facs. On salue notamment Anas, ce jeune de Lyon qui a fait un papier, un post sur Internet très touchant et très émouvant, comme quoi il est déterminé à continuer à dénoncer, à militer. Et puis, on sait qu'il y a aussi d'autres personnes qui ont fait des tentatives de suicide, notamment dans la jeunesse. Est-ce qu'en fait, il n'y a pas une crainte dans cette suite de la crise sanitaire à ce que demain, dans la jeunesse, ça n'explose pas, en fait? Est-ce qu'il n'y a pas cette crainte-là? Je ne sais pas si toi, tu arrives à avoir des échos de toi, de camarades étudiants qui, en fait, commencent à en avoir ras-le-bol, au-delà même des aspects de confinement, mais plus ras-le-bol, en fait, dans ce système. Et je dis ça pourquoi? Parce qu'on sait que dans l'histoire du mouvement ouvrier, si je puis dire de cette manière-là, la jeunesse, elle a toujours été en première ligne et mobilisée sur des questions qui sont éminemment politiques. Notamment 68, c'était sur toute l'ambiance anti-guerre en fait qu'il y avait, et c'est toujours sur des choses importantes, que ça soit la guerre, que ça soit le climat, on a pu le voir pendant les 2 dernières années. Donc voilà, je m'arrête là pour la question parce qu'elle est un peu longue, c'est une question interne, mais est-ce que en gros il y a vraiment peut-être une montée en tension petit à petit chez tes camarades? Déjà, je vais commencer par reprendre la phrase de Macron qui nous dit que c'est dur d'avoir 20 ans en 2020 et qui après, en fait, nous donne que des clopinettes parce qu'en fait, il faut voir que le gouvernement aujourd'hui, en termes de mesures pour pallier à la précarité que tu décrivais, Anas, et que je revenais un peu dessus, c'est vraiment que des mesures, en fait, pour essayer de dire qu'on fait semblant de donner des trucs pour les jeunes, mais en réalité, il n'y a aucune perspective, quoi. Mais après, plus pour l'état d'esprit et tout, un peu dans la jeunesse, c'est ce que je disais. Je pense que, enfin, pour ceux qui avaient vu en fait les images, que ce soit le rassemblement à Paris ou à Toulouse, ou même j'ai vu des images de Bordeaux ou Montpellier, je pense qu'aujourd'hui, la loi sécurité globale, elle vient montrer comment enfin, je pense que la jeunesse aujourd'hui, elle a, enfin voilà, il y a un ras-le-bol au-delà du confinement, mais un ras-le-bol de dire aujourd'hui je fais des études ou en fait je taffe ici, mais est-ce que c'est un moment en fait qui va s'arrêter parce qu'en fait après je vais trouver un autre taf et je vais aller un peu mieux, ou est-ce qu'en fait c'est toute ma vie que je vais être comme ça, précaire, à galérer, etc. Et en plus on va réprimer en fait toutes mes envies d'émancipation ou en fait toutes les volontés que j'ai, que ce soit de manifester en fait pour le climat, pour telle ou telle chose, et que la répression elle est de plus en plus féroce, et que je pense que bien sûr que la loi LPR et le fait de dire en fait que si on bloque sa fac ou qu'en fait on perturbe la tranquillité d'un campus universitaire, on peut se prendre de la prison ou même une amende exorbitante. Bien sûr que c'est une réponse qui vient répondre, enfin que c'est une réponse du gouvernement à cette situation de la jeunesse, et je pense que ça tient qu'à un fil, la situation dans la jeunesse, pour qu'elle en ait vraiment marre et qu'elle retienne dans la rue. Et en fait, il faut se souvenir aussi, en 2018, ce qui a déclenché la mobilisation plus d'ampleur aussi contre la loi travail, c'était aussi les blocus dans les universités qui dénonçaient en fait Macron et son monde. Macron qui allait venir en fait avec son rouleau compresseur, avec tout son plan antisocial, la réforme, la loi travail, etc., etc. Et que je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse des revendications, elle en a apporté. Enfin, que ce soit la question du travail, en fait, du futur travail qu'on aura. Aujourd'hui, c'est 700 000 personnes qui se sont retrouvées sans taf, sans taf à la rentrée, quoi. Mais enfin, c'est une situation qui s'aggrave, mais qui en fait date depuis longtemps. Il y a aussi 40% des diplômés aujourd'hui qui n'ont pas de taf. C'est-à-dire qu'en fait, tu sors de la fac, tu n'as pas de taf. Donc en fait, je pense que cette question-là aussi de l'avenir et de qu'est-ce qu'on nous promet, qu'est-ce que Macron il nous promet, à part nous dire que c'est dur d'être jeune, pas grand-chose, quoi. Et que je pense que les rassemblements qui ont été assez nombreux aujourd'hui, c'est un signe positif, mais qu'après, il faut arriver à voir autour de quoi. Mais en tout cas, À ouais. cristalliser tout ça, la jeunesse, les gilets jaunes, le mouvement ouvrier. Imaginez la gueule de ces manifestations, de ces mouvements de masse demain qu'il y aura. Enfin, je le souhaite, en tout cas, je l'espère. Alberta, je te remercie énormément. On est pris malheureusement par le timing. Est-ce que tu avais un mot de conclusion peut-être?
Oui, je voulais juste dire un dernier truc. Non, mais pour revenir sur le truc des Gilets jaunes, ça revenait beaucoup dans les rassemblements de dire aujourd'hui, on est à 2 ans des Gilets jaunes, le mouvement en fait qui a fait reculer Macron et qui l'a envoyé dans un bunker. Enfin voilà, on est fort aussi de la réforme des retraites en fait qui a bloqué Paris. Enfin voilà, la grève historique en fait de la RATP et de la SNCF qui a mis à l'arrêt en fait la capitale et puis aussi le pays pendant un certain temps, etc. On est fort aussi en fait du mouvement contre les violences policières et le racisme d'État qui nous montre en fait que la police c'est pas nos alliés et qu'il faut lutter jusqu'au bout en fait que contre cette France impérialiste même qu'on a discuté, etc. Et que je pense que c'est aussi en écho de toutes ces mobilisations qu'il faut penser les mobilisations futures et comment on s'engage dans la suite, quoi. Voilà, c'était Merci énormément, Alberta. Il y a beaucoup de commentaires qui te saluent et qui remercient tes interventions et notamment de cette parole de la jeunesse qui donne beaucoup de force et de fraîcheur. Allez suivre Alberta sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook et autres. Alberta, elle fait souvent des coups de gueule et notamment, elle avait fait des coups de gueule qui étaient importants durant la période de crise sanitaire, durant le premier confinement. Merci énormément, Alberta. Je vais demander à mon camarade Arnaud de nous connecter avec Mathieu Mollard. Mathieu Mollard, c'est notre camarade journaliste, rédacteur en chef de Street Press. C'est également un média indépendant. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ce sont nos camarades de Street Press qui ont fait ce documentaire-là qui s'appelait Gilets jaunes, une répression d'État. Et notamment, on a très récemment connu Street Press dans l'enquête, au fond, où ils se sont incrustés dans des groupes Facebook de policiers, de gendarmes, de CRS et autres, des groupes qui, au final, il y avait énormément d'insultes racistes, nazis, etc., antisémites et autres. Et voilà, ce sont nos camarades qui sont militants et journalistes indépendants, parce que pour nous, le journalisme et le militantisme, ce n'est pas antagoniste, bien au contraire, qu'au final, je crois que c'était Godard, il y a cette phrase de Godard qui dit l'impartialité dans le journalisme, c'est 5 minutes pour les Juifs et 5 minutes pour Hitler. C'est dire à quel point, en fait, ça n'existe pas. Est-ce qu'on pense une seule seconde que, comment elle s'appelle, là, j'arrive plus à trouver son nom, celle qui interviewe sur BFM TV, là, Rutel Krief, est-ce qu'on pense une seule seconde que Rutel Krief est impartial? Est-ce qu'on pense une seule seconde que Christophe Barbier est impartial? Non, ils ne sont pas impartiaux dans leur attitude, dans leur manière d'interviewer. Ce sont des journalistes avec une lecture de classe qui n'est pas celle de notre classe à nous, qui est celle de la bourgeoisie, de défendre les institutions bourgeoises, coercitives de l'État bourgeois. À la différence, nous, on est fiers d'être des militants, parfois politiques, syndicaux, journalistes et autres, à essayer de défendre et de représenter le terrain. Bonsoir à toi, Mathieu. Salut, Anas. Merci pour cette invitation. Je t'en prie. Bienvenue à toi. Mathieu, on va rentrer dans le vif du sujet. On sait que Street Press, notamment, je le disais, a sorti un documentaire important, notamment sur la répression durant le mouvement des Gilets jaunes. Et puis, ça fait aussi partie de votre média de dénoncer les violences policières. C'est quoi la vie demain de Street Press si cette loi, elle passe très, très concrètement pour votre journalisme? Le but de cette loi, en tout cas de cet article dans cette loi, c'est clairement d'essayer de limiter nos moyens pour enquêter et révéler et montrer tout un tas de violences policières, parce que il y a le fait de pouvoir filmer quand il y a des manifs en étant sur le terrain. Ce soir, il y avait la manifestation contre cette loi, justement. Moi, j'avais deux collègues, Inès et Cléo, qui étaient sur place pour couvrir la manif, qui ont pu filmer la manif et qui ont pu se montrer ce qui se passait à ce moment-là, et notamment des violences policières, et notamment des violences contre des journalistes, et notamment des violences pour empêcher des gens de filmer et de photographier. La loi n'est même pas encore passée, qu'elle est déjà d'une certaine manière mise en application. Le but de cette loi, il est clair, et il a été donné par Darmanin, il est d'empêcher les gens de filmer. C'est-à-dire qu'il y a des députés, des gens de la majorité qui nous disent non, c'est pas vrai, le but, c'est d'empêcher de faire une incitation à la haine contre les policiers. C'est faux, parce que des textes qui empêchent l'incitation à la haine, il y en a déjà tout un tas. Ariel l'a rappelé tout à l'heure. Le but, il est clair, il est d'empêcher de filmer, de diffuser des images des policiers. Pourquoi ils veulent empêcher ça? Parce que ces images-là sont des outils pour nous, à la fois pour raconter ce qui se passe, pour réveiller des consciences, pour que des gens se disent « Merde, moi, de là où je suis, j'étais pas dans cette manif, tout ça,
Je ne l'ai pas vu, je ne le savais pas. Maintenant, je le sais et c'est vrai que ça m'indigne. Et aussi, pour enquêter, pour démontrer tout un tas de choses, les vidéos, même si qu'elles soient tournées par des journalistes ou pas, ce n'est pas le problème. Parce qu'il y a aussi une autre chose trappe, c'est qu'on nous dit, non mais les journalistes, entre guillemets d'ailleurs, quand ils disent les journalistes, c'est ceux avec une carte de presse. Il y a une différence entre les bons et les mauvais journalistes. Je trouve qu'il y a un manque de respect d'ailleurs là-dessus par rapport au travail que font les médias indépendants, de les considérer comme des gens de, c'est même pas de seconde zone, mais souvent on a l'impression qu'on est au fin fond des égouts, quoi. Mais bien sûr, en fait, il y a une espèce de… D'abord, c'est quand même drôle. Les premiers à ne pas respecter la loi sur la question de ce qu'est un journaliste, si on prend une définition légale, c'est les policiers, parce que la carte de presse ne définit pas légalement ce qu'est un journaliste. La carte de presse, elle n'est pas attribuée par l'État et elle est attribuée sur des conditions de revenus, mais elle ne définit pas du tout le fait d'être journaliste ou pas. On peut être journaliste du point de vue de la loi sans avoir de carte de presse, ce n'est pas la question. En plus, moi, j'ai une définition du journalisme. Est journaliste celui qui pratique le journalisme. Si la moitié du temps, il est serveur, il est cheminot, il est autre chose, j'en ai rien à foutre. Ce n'est pas la question. La question, c'est est-ce qu'au moment où il est sur le terrain, il pratique une activité qui est du journalisme, qui vise à informer les gens. Avec un point de vue, tu l'as dit tout à l'heure, évidemment qu'on a un point de vue. Moi, j'ai un point de vue. Routé Krief, elle a un point de vue. Christophe Barbier, il a un point de vue. Christophe Barbier, il est tellement macroniste qu'il a dit lui-même que le macronisme, c'est du barbiérisme. Tellement il est plus macroniste que les macronistes. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent empêcher qu'on montre ce qui se passe et en plus qu'on utilise ces images, parfois filmées par des journalistes, mais parfois filmées aussi par des simples citoyens qui juste filment. On l'a vu, tout un tas de lives sur Periscope, sur Twitter, sur Facebook émerger. Ces lives-là, ils permettent de raconter ce qui se passe à un instant présent, mais nous, ils nous servent aussi dans des enquêtes. Il y a tout un tas de cas où la vidéo a été un outil qui a permis ou de mettre en cause, de documenter une violence policière, mais aussi parfois d'innocenter des gens accusés à tort par des policiers. Je pense à une enquête qui a été faite par mon camarade Christophe à Street Press sur Argenteuil. Il a documenté plus de 40 violences policières dans cette ville, plus de 40 auprès de gens essentiellement des quartiers populaires de la ville. Et dans cette histoire, il y a l'histoire d'un mec, il rentre du taf, c'est la nuit parce qu'il travaille de nuit, il rentre chez lui, il est contrôlé par la police, ils le font descendre son véhicule et il se fait éclater, il n'y a pas d'autre mot, gratuitement par des policiers. Il finit au commissariat, outrage, rébellion contre personne dépositaire de l'autorité publique. C'est lui qui finit sur un tribunal, accusé de violence contre les policiers. Ce qui le sauve, c'est une caméra de surveillance qui filme, où l'image de cette caméra de surveillance, elle est récupérée, elle est diffusée devant le tribunal, et là, les magistrats disent quand même, ok, là, clairement, on voit, ce mec n'a rien fait, et on le voit sur la vidéo. Cette vidéo-là, on l'a récupérée, on l'a diffusée sur Street Press, on l'a diffusée sur les réseaux sociaux. C'est de l'information, c'est du journalisme, c'est de l'enquête, c'est ça qui est nécessaire. Et là-dedans, les vidéos sont des outils qui permettent de rétablir la vérité, de raconter ce qui se passe, de documenter. Et c'est ce qu'on fait à Street Press tout le temps. Et on voit d'une part que les médias dits mainstream, que ça soit TF1, BFM, CNews et autres, en réalité, sans les médias indépendants, ils n'ont plus aucune image, ils ne font même plus d'enquête. En fait, si on enlève envoyé spécial, cache investigation et de temps en temps quelques reportages sur Arte ou autre, en réalité, on voit sur le quotidien. Moi, je pense par exemple la fois où avec les cheminots et les militants de la RATP, on était rentrés à la CFDT. S'ils n'avaient pas les images de Révolution Permanente et de Taha Bouafs, ils n'avaient rien du tout. Les images encore, je pense à Taha, Benalla, s'ils ne filment pas, enfin voilà, vous, Street Press, que ça soit au moment du mouvement des Gilets jaunes, que ça soit par exemple Clément Lano, Brut et autres, il y a un certain nombre de médias, en réalité, BFM ne sortent plus rien, quoi. Enfin, ce sont des médias qui, au final, ils passent tellement leur temps à raconter la même histoire
de 8 heures du matin jusqu'à minuit qu'au final, ils savent même pas ce qui se passe dans la société, en fait. Et c'est dès que ça a explosé, dès qu'il y a déjà 20 000 retweets sur Twitter, qu'ils commencent à se dire, ah tiens, cette image-là, en réalité, elle est intéressante, quoi. Et parfois même, ils payent même pas, ils payent pas les médias indépendants, ils mettent pas les crédits. Enfin, il y a un certain nombre de choses. Et moi, je voulais, Mathieu, essayer de revenir sur un truc que tu disais, notamment sur la question de la montée des violences policières. Est-ce que toi, tu vois cette montée de plus en plus importante depuis 2018, notamment depuis l'émergence du mouvement des Gilets jaunes, où on a l'impression, je ne sais pas pour toi, moi je suis à Révolution permanente depuis 2017. J'ai connu, on va dire, les images à l'époque, en 2016, de la loi El Khomri et autres. J'ai l'impression que depuis l'émergence du mouvement des Gilets jaunes, à quel point il y a que ça, quoi, des violences policières. Dans toutes les manifs, on voit de plus en plus d'images. Est-ce que toi, tu as ce ressenti-là en tant que journaliste à Street Press, en fait, d'un flot continu, en fait, d'images de violences policières? Il y a deux choses qui me semblent. D'un côté, il faut quand même savoir, et tu le sais, que les violences policières, elles existaient depuis des années, des décennies, dans les quartiers populaires. Elles n'étaient pas documentées parce que les journalistes n'y foutaient jamais les pieds, parce qu'il n'y avait pas les smartphones et ces vidéos qui ont permis de faire émerger tout ça. Dans les quartiers populaires, elles existaient depuis des années. Dans les dom-toms aussi. Faut jamais oublier tout ce qui s'est passé dans les dom-toms. Et d'ailleurs, en parallèle, c'est intéressant d'étudier l'évolution de la police, des pratiques policières et du maintien de l'ordre. Dans le film dont tu parlais sur les Gilets jaunes, on parle des Gilets jaunes, mais on retrace un peu l'histoire de ce maintien de l'ordre et des pratiques policières. Il faut savoir que les BAC, les brigades d'anticriminalité, qui sont mises en cause dans énormément de violences policières, elles ont d'abord été créées par un préfet qui a été formé pendant l'Algérie française dans les colonies au maintien de l'ordre colonial, qui ensuite a été préfet dans les dom-toms et qui a pratiqué des massacres et qui a fait tuer des gens. C'est documenté, c'est des choses que je n'invente pas du tout, qui ensuite se retrouve préfet de Seine-Saint-Denis, et quand il est préfet de Seine-Saint-Denis, il crée les BAC en appliquant tout ce qu'il a appris d'abord dans les colonies et ensuite dans les dom-toms. La même chose est vraie sur l'usage des flashballs puis des LBD, qui sont juste une évolution technologique du flashball. Ces armes ont d'abord été mises en dotation dans des brigades très spécifiques sur de l'antiterrorisme et des choses comme ça, et ensuite elles sont mises en dotation d'abord dans les quartiers populaires. Donc il y a ces indésirables qui sont ciblés depuis des années. Et au fil des années, il y a une extension du champ des gens qui sont considérés comme indésirables. Là où avant c'était les quartiers populaires, les colonies, c'est devenu les militants politiques jugés trop radicaux. Ça a commencé par les ZAD, et ensuite ça s'est étendu quand les mouvements politiques plus radicaux ont investi les centres-villes. C'est là où les violences policières ont plus largement intégré les centres-villes. Et ajoutant là-dessus, les supporters de football, dans le cadre, les stades, qui a été mutilé par les tirs de LBD avant? Les quartiers populaires, on l'a dit, les ZAD, les militants politiques radicaux, et puis plus récemment les Gilets jaunes, qui sont des militants politiques qui ont pratiqué une radicalité politique, et les ultras, les supporters de football. Si, pour rajouter une dernière chose, on nous dit, parlons de Steve à Nantes. Steve, voilà, qui est mort. Ah, mais c'était une fête, ça n'a rien à voir dans ta grande théorie des indésirables. Sauf que Steve, il n'était pas à un bal musette dans le centre-ville le jour de la fête de la musique. Il participait d'une rave, d'une soirée techno, qui était aussi une forme de contre-culture musicale jugée indésirable. Et en fait, le maintien de l'ordre et les pratiques policières ne sont pas les mêmes dans le 3e arrondissement, un samedi soir devant une boîte de nuit huppée, qu'en Seine-Saint-Denis, qu'à Notre-Dame-des-Landes, ou que dans les dom-toms, je pense à Mayotte, où le nombre de violences policières est extrêmement élevé et on en parle assez peu. Nous, on avait fait un article à Street Press sur un bébé qui est décédé des gaz lacrymogènes. Qui en a parlé? Personne, parce que c'est Mayotte, parce que finalement, ces histoires-là, ce maintien de l'ordre, ces comportements policiers dans ces zones-là intéressent assez peu.
Une dernière question pour conclure, Mathieu. Des gens demandent notamment dans les commentaires, est-ce que Street Press, est-ce que ça risque de s'arrêter si demain cette loi elle passe? Et notamment dans d'autres commentaires, en fait, quelle va être votre position en tant que média indépendant si cette loi était amenée à passer? Est-ce que vous continuerez à diffuser malgré tout les images de violences policières? Alors, la loi, elle est suffisamment maligne, pernicieuse, j'ai envie de dire, pour s'attaquer d'abord en priorité à ceux qui sont les plus faibles, comme toujours, face à la loi et face à l'ordre établi. Nous, on a la chance à Street Press d'être un média, d'être une structure qu'on a pu professionnaliser. C'est important. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, je peux faire ce travail à temps plein. Si on fait ces enquêtes à Street Press, c'est parce qu'il y a des lecteurs qui nous financent, qui nous filent des dons et que ces financements-là, ça permet de payer quelques journalistes qui font ce boulot-là. Et c'est ça, ça nous protège parce qu'on a des avocats qui nous défendent. Donc oui, demain, on va continuer à diffuser ces images-là. Mais parce qu'on a ce luxe-là, on a ce luxe que nous offrent nos lecteurs en nous soutenant financièrement. Mais le problème, c'est que derrière, il y a des gens qui n'ont pas ce soutien-là, qui n'ont pas ces moyens-là, qui sont peut-être sur des manifs, j'en sais rien, à Clermont-Ferrand, où il n'y aura pas un média indépendant qui a une structure assez solide, qui peut se payer des avocats, qui peut se défendre, qui veut quand même documenter ce qui se passe et qui a envie de filmer ces manifestations-là, et bien cette personne-là, elle risque d'être emmerdée, elle risque de finir devant un tribunal avec une amende prohibitive et pourquoi pas une condamnation encore plus lourde. Alors nous, on ne va pas être mis en cause directement, mais on va s'en prendre à des gens peut-être un peu plus fragiles et aussi ça va être un prétexte en manif pour nous casser les pieds parce qu'on va mettre la main sur les caméras, parce qu'on va faire… En fait, ce qui va se passer, pour parler clairement, c'est la manière dont ils se comportent dans les manifs avec Taha Bouaf, avec Gaspard Gland, ça va être la manière dont ils vont se comporter avec tout le monde. Et c'est ça le péril qui nous guette. Mathieu, je te remercie énormément pour ton message, ton intervention. Et également, je tiens à saluer les camarades de Street Press pour le travail que vous fournissez également et dire à toutes celles et ceux qui regardent ce live-là de vous soutenir aussi, de soutenir la presse indépendante partout où elle est, de voir à quel point, enfin voilà, nous, il n'y a pas de problème entre Révolution Permanente et Street Press à pouvoir discuter également avec Aude Lancelin, Quartier Général et autres, on est ensemble. BFM et CNews, ils ne s'interviewent pas dans les mêmes, au contraire, ils sont en train de regarder à quel moment l'autre balance la pub pour essayer de lui piquer quelques téléspectateurs. Tu voulais dire un dernier mot, Mathieu? Ouais, je voulais faire un dernier mot parce qu'aujourd'hui, c'est quand même passé un truc qui est important et je voulais en parler. Aujourd'hui, c'était le procès en appel le verdict du procès en appel devant la chambre de l'instruction. C'est un truc un peu technique, mais dans l'affaire Liu Xiaoyao. Liu Xiaoyao, c'est un père de famille chinois qui est décédé, tué par 3 policiers de la BAC à Paris. Il a été abattu devant ses 2 filles dans son appartement. Il n'y aura sans doute jamais de procès dans cette affaire-là, parce qu'il n'y a pas de vidéo. Il y a beau avoir 2 témoins, il n'y a pas de vidéo. Il y a eu un avocat, une famille qui se bat depuis des années pour essayer d'obtenir justice et vérité. Aujourd'hui, ils ont encore perdu cette nouvelle étape. On leur a dit non, il n'y aura même pas de procès. Alors, son avocat, avec qui j'ai échangé quelques messages aujourd'hui, me disait qu'il allait se pourvoir en cassation, mais malheureusement, les chances d'avoir ne serait-ce qu'un procès, on ne parle pas d'une condamnation, ne serait-ce qu'un procès, un moment où on discute sur est-ce que les policiers ont agi dans le cadre de la loi en tuant un homme, malheureusement, les chances sont extrêmement faibles et je voulais quand même rendre un hommage à cette famille aujourd'hui. C'est une histoire que Inès, ma collègue, et moi, de manière différente, on a suivi depuis plusieurs années et c'est quelque chose, il faut avoir une pensée pour eux et assez tristement, c'est dans une enquête récente qu'on a fait sur le commissariat du 19e arrondissement où on a documenté plusieurs cas de violence extrême avec des scènes qui confinent à la torture. On a pu démontrer que 2 des policiers qui sont impliqués dans le décès de Liu Xiaoyao ont aussi commis des violences qui sont documentées. On a des preuves même écrites, des certificats médicaux contre Moa et des violences à caractère raciste. Et malgré tous ces éléments-là, il n'y aura sans doute jamais de procès. Je voulais juste dire un mot pour eux.
Merci Mathieu Mollard. Beaucoup de commentaires pareils qui saluent notamment ton intervention ce soir et les propos que tu as tenus et notamment qui, je le dis et je le répète, il faut soutenir la presse indépendante. Sinon, on raconte nos vies, les amis. Sinon, on raconte nos vies. Et vous savez très bien, moi, je déteste qu'on raconte nos vies et qu'on soit simplement un club de discussion, en fait. Il y a la nécessité de s'organiser, de penser et d'avancer aussi dans nos pratiques. Et notamment, on ne peut pas parfois dénoncer les merdias, comme certains le disent. On ne peut pas dénoncer la presse bourgeoise. On ne peut pas dénoncer « Ah, mais toi, tu as pris ton info chez BFM. Ah, mais toi, tu as regardé CNews, etc. etc. » Enfin, moi, je ne suis pas pour foutre un flingue sur la tempe de celles et ceux qui regardent BFM TV, qui regardent s'ils veulent regarder. Mais à un moment donné, il faut qu'on soit aussi conséquent avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir soutenir la presse indépendante quand elle projette des documentaires, quand elle donne des infos, quand elle écrit des papiers, etc., de la relayer massivement. Vous savez très bien l'impact. Aujourd'hui, tout se passe sur Twitter, tout se passe sur Facebook. Il n'y a pas un média aujourd'hui qui ne commence pas son édition de la journée sans un truc qui est sorti, le hashtag qui est en tendance, machin. On a une force en fait aujourd'hui. Ce sont nos médias qui sont indépendants, indépendants du régime. C'est ça quand on dit indépendants. Ils sont indépendants de classe et indépendants du régime. Ce ne sont pas des milliardaires en fait qui tiennent et qui sont les amis du gouvernement Macron ou d'autres. Et c'est pour ça que, chers amis, c'est nécessaire en fait de pouvoir diffuser les informations. Et vous voyez à quel point aussi il y a une information de qualité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont peut-être pas fait l'ENA, ne sont pas éditorialistes dans les Échos ou au Figaro Magazine, mais qui sont capables, sinon encore plus, de donner une analyse de la situation. Et je vais demander d'ailleurs, sans transition pour la dernière intervention, vous demander d'être là avec nous. C'est notre camarade Paul du comité de rédaction de Révolution Permanente avec lequel en fait on va essayer de faire un peu la synthèse de cette situation, mais également de savoir un petit peu comment on passe à l'offensive. Bonsoir à toi, Paul. Salut Anas. Alors, Paul, vu qu'on est pris par le temps, je vais rentrer dans le vif du sujet avec toi. Comment tu vois cette offensive s'inscrire en fait dans ce contexte-là de crise sanitaire, de crise économique, où on sait qu'il y a 400 plans sociaux quasiment qui ont déjà été annoncés depuis le mois de mars. Comment en fait tu perçois cette loi au-delà même des simples aspects, on va dire, parlementaristes, légaux, etc. Est-ce que demain on va pouvoir montrer la face d'un flic ou pas? Comment tu vois cette attaque de la part du gouvernement? Ouais, merci beaucoup Anas. Bon, pour commencer, je voudrais dire quelques mots pour les personnes qui ont été interpellées aujourd'hui à proximité de l'Assemblée nationale. Je pense que ce n'est pas le moindre paradoxe que au moment où des milliers de personnes reprennent la rue pour se mobiliser contre la loi sécurité globale, le gouvernement réponde à nouveau au moment où le débat parlementaire commence par beaucoup de gaz d'abord, et puis aussi par, a priori, plusieurs interpellations parmi des journalistes. Et puis aujourd'hui, c'était aussi une journée importante parce qu'il y avait le procès de Victor Eroga, deux étudiants de l'université de Nanterre, qui étaient arrêtés pour s'être mobilisés, pour être allés en assemblée générale. Donc voilà, à l'heure où on parle de la loi pour la recherche, la loi de programmation de la recherche, on voit qu'en réalité, toutes ces mesures, elles existent déjà dans la réalité. Et ça, je pense que c'est un truc très important à voir quand on parle de ces offensives. Ils sont juste en train de mettre à jour les lois, mais les pratiques, elles existent déjà. Dans les faits, c'est déjà interdit de filmer la police, et dans les faits, c'est déjà souvent interdit de se mobiliser sur les facs. On l'a vu avec les sécurités privées. Ariel Emile disait tout à l'heure, Cédric Chouviat, il est mort parce qu'il a filmé la police. Et si on regarde les images de son interpellation, c'est très clair. Donc, ce qu'ils se contentent de faire en réalité avec la loi sécurité globale, c'est de mettre à jour les textes pour qu'ils collent avec la réalité, et puis aussi préparer la systématisation de pratiques qui sont déjà en œuvre, mais qui ne sont pas totalement légales. Alors parfois, ça pose un certain nombre de problèmes. Par exemple, depuis le mouvement des Gilets jaunes, on filme les manifs avec des drones. Depuis le début de la crise sanitaire, il y a des drones qui patrouillent dans des quartiers populaires à Marseille. On le fait en toute illégalité, et il s'agit juste maintenant de faire passer ça dans la loi. Mais il faut voir que, comme c'était dit par Mathieu, comme c'était dit par Arié, en réalité, ces mesures, elles existent déjà. Donc la question, en fait, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de se mettre à jour, pourquoi ils ont besoin de préparer la mise à jour?
Tout simplement parce qu'en fait, ils se préparent aux prochains affrontements et qu'en fait, ils ont besoin d'avoir les mains les plus libres possibles, l'arsenal répressif le plus large possible pour se préparer aux prochaines explosions. Depuis juillet dernier, on est rentré dans une séquence sécuritaire et je pense qu'on est nombreux à l'avoir ressenti, un petit peu le vent réactionnaire qui a suivi les mobilisations de juin. Je pense qu'on peut le dater en fait du 7 juillet pour être très précis parce que c'était le jour de l'entrée au pouvoir du nouveau gouvernement Castex avec Darmanin à l'intérieur, un sarkozyste qui a lancé très rapidement une offensive sécuritaire. On a passé l'été à nous parler d'ensauvagement, à avoir un gouvernement qui reprenait les termes de l'extrême droite. Ensuite, on a enchaîné sur la rentrée avec la loi séparatisme, qui était une offensive qui s'est approfondie après l'assassinat de Samuel Paty, qui a été instrumentalisé. Et tout ça, ça se mène sur fond d'état d'exception permanent avec l'état d'urgence sanitaire. Aujourd'hui, on a la première personne qui a pris de la prison ferme pour un problème d'attestation à répétition. Donc, on est dans une séquence qui est marquée par le passage de ces lois sécuritaires. Mais effectivement, comment on l'inscrit dans la situation? Je pense que le premier truc à dire, c'est que le renforcement sécuritaire, c'est jamais un signe de force. Et ça, parfois, c'est contre-intuitif de le dire. Mais je veux dire, c'est une évidence. S'ils se préparent, s'ils ont besoin de se doter de moyens pour réprimer, c'est parce qu'ils n'ont pas la capacité aujourd'hui d'organiser le consentement. Ils ne sont pas capables de convaincre les gens de les suivre quand, en fait, ils sont responsables de 40 000 morts du Covid à cause de leur gestion catastrophique de l'épidémie. Quand tu as 628 000 chômeurs supplémentaires au troisième trimestre, quand tu as plus de 500 PSE depuis mars, quand, en fait, très clairement, ils laissent les mains libres au patronat pour faire payer la crise aux travailleurs, aux précaires, aux intérimaires, évidemment que c'est difficile de convaincre les gens de te suivre. Et du coup, qu'est-ce qui te reste? La répression, surtout dans un contexte où la colère est telle que le danger d'une explosion est très réel. Il y a une crise du pouvoir pour toi, c'est ça? Une crise, on va dire, d'hégémonie du pouvoir en place, une crise du macronisme aussi, d'une certaine manière? Il y a une crise un peu structurelle dans le macronisme, qui est sa faiblesse un peu congénitale. Le fait qu'il ait été élu par si peu d'électeurs, il a réussi un coup politique, il a affiché ce faciès de Jupiter, mais dans la réalité, il a très vite montré à quel point il était faible. Et aujourd'hui, on dit souvent l'État ne tient que par sa police, mais j'ai envie de dire, avec le macronisme, on en a un exemple contemporain particulièrement évident. Et aujourd'hui, c'est intéressant, comme souvent, de regarder ce que disent les éditorialistes de la presse patronale et de ce que dit le gouvernement. Et ce qu'y voit le gouvernement, c'est qu'il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, qui a été un mouvement historique et dont on fête l'anniversaire. Je pense que voilà, il faut faire une dédicace, je ne sais pas comment le dire, à tous ceux qui ont pris les ronds-points, qui sont allés bloquer des autoroutes le 17 novembre et qui ont tenu la rue, qui ont tenu les ronds-points dans les semaines suivantes et qui ont vraiment bouleversé l'histoire de la lutte des classes en France et qui ont fait revenir, nous, ce qu'on appelait le spectre de la Révolution. Mais à cet effet gilet jaune, c'est rajouté un… Et au-delà même de l'Hexagone, à l'échelle internationale, on sait le message qui a été transmis en Algérie, qui derrière a bougé rapidement après. On sait à quel point, même en Irak, il y avait des gens qui portaient un gilet jaune en signe de solidarité. Dans un certain nombre d'autres pays, à quel point le mouvement des gilets jaunes, parfois, c'est normal. Là, ça fait 2 ans maintenant, il y a une période de reflux et tous les mouvements et toutes les mobilisations, en fait, elles ont une période de reflux, mais parfois, ça a tendance un peu à regarder, on a tendance à regarder pour certaines et certains d'un mauvais œil, en fait, la mobilisation en la regardant que par la fin. Et c'est important parfois de rappeler à quel point cette mobilisation, dès le début, elle a été massive, spontanée et très radicale, en fait. Dès le début, les mots d'ordre d'aller chercher Macron étaient présents. Effectivement. Et on pourrait dire que d'une certaine manière, après l'effet gilet jaune, il y a eu l'effet coronavirus. Et là, c'était encore un autre phénomène, c'est le clivage de classe, l'opposition entre ceux qui sont en première ligne, entre ceux qui continuent d'aller au charbon, de travailler à l'usine, et ceux qui sont confinés, ceux qui télétravaillent, les patrons, les cadres sup, qui là aussi a énormément effrayé le gouvernement. Stanislas Guerini publier des notes internes et s'exprimer à l'intérieur de la majorité, donc le chef de LREM, Stanislas Guerini, il expliquait, attention, il y a 2 France qui sont en train de s'opposer, il y a la France du télétravail et la France en première ligne.
Il y a la France du confinement dans la résidence secondaire et la France du confinement autoritaire dans les quartiers populaires, qui a juste le droit d'aller bosser pendant la journée pour nettoyer les gares ou soigner, intuber des patients, et qui le soir doit rentrer dans son appartement, se fait contrôler, voit ses enfants se faire agresser, etc. Et ces deux France-là, elles pourraient aller vers un conflit violent. Et ce conflit-là, c'est juste le conflit de classe. Aujourd'hui, tout ça, ça pose les fondements d'une situation explosive. Et d'ailleurs, au moindre frissonnement, la presse s'excite. Hein. Il a suffi que 5 petits commerçants organisent un rassemblement localement, etc., pour qu'on commence à dire est-ce que ça va être la gilet jaunisation de la crise sanitaire, est-ce que les petits commerçants sont les nouveaux gilets jaunes? Moi, je ne suis pas sûr que les petits commerçants soient nécessairement les nouveaux gilets jaunes. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que le fait qu'au moindre frémissement, ils aient peur, ça montre un petit peu la fébrilité et la fragilité de ce pouvoir. Et là, il faut encore faire une dédicace, à mon avis, importante aux professeurs qui ont aussi brisé l'atonie la semaine dernière, qui ont pris en main leur protocole sanitaire, qui sont sortis dans la rue à la fois pour défendre plus de moyens, mais aussi pour défendre leurs élèves, les parents de leurs élèves, et qui ont mené une lutte très importante. Et aujourd'hui, avec le mouvement contre la loi sécurité globale, avec la colère aussi à l'intérieur des entreprises, parce qu'il y a une menace très claire que lorsque les entreprises cesseront d'être sous perfusion d'argent public, bah, tout simplement, on voit les licenciements exploser alors qu'ils sont déjà très élevés avec toute cette avalanche d'aide publique. Tout ça, c'est un cocktail qui est détonnant. Le gouvernement, il le sait. Et la loi sécurité globale, c'est une manière de ranger un petit peu, de remettre tout d'équerre pour se préparer aux prochains affrontements. Et il faut le voir comme ça, parce que du coup, il ne faut pas le voir de manière isolée, il faut le remettre dans la totalité de la séquence. Et ça implique aussi qu'il faut se battre contre la loi sécurité globale. Et c'est très important. C'était très important ce rassemblement aujourd'hui. C'est important d'être mobilisé samedi. C'est important de harceler le gouvernement, de ne pas les laisser expliquer n'importe quoi sur leur loi, de leur mettre le nez dans ce qu'ils sont en train de faire et de s'appuyer même sur des avis d'institutions comme l'ONU. Alors, on sait que l'ONU, c'est une institution bourgeoise, etc., qui en général n'est pas très subversive, mais montrer toutes ces contradictions, mais surtout préparer les prochains affrontements, parce que c'est aussi le rapport de force qui permettra de voir la situation évoluer. C'est intéressant ce que tu dis, Paul, c'est-à-dire dans l'analyse, parce que c'est vrai que la plupart des gens, on va dire le commun des mortels, si je puis dire, aujourd'hui, va avoir une analyse plutôt défensive en fait de la situation, c'est-à-dire de se dire on est confiné, etc. Enfin, moi, ne serait-ce que je voyais tout à l'heure, par exemple, j'étais avec une camarade, Émilie, que je salue, on était en train de remplir notre attestation et je disais c'était quand même assez incroyable à quel point ils nous ont disciplinés, putain, avec ces attestations. Je lui ai dit, je suis en train de me donner l'autorisation de sortir de sortir de chez moi pour aller dans un rassemblement. Et c'est vrai que dans le contexte en fait de crise sanitaire, de confinement et autres, où du coup il y a tout un aspect très autoritaire en fait de limitation des libertés. Je trouve que c'est assez intéressant la manière dont tu poses aussi avec une lecture politique plus dialectique, si je puis dire, de la situation en fait. Comment en réalité cette loi, cette proposition de loi, en fait, elle montre une certaine faiblesse en fait du pouvoir. Je voulais savoir un peu qu'est-ce que tu penses entre ces mobilisations qu'il y a eu au mois de juin, notamment de la part du comité Adama contre les violences policières et autres, où on voit qu'on était à un niveau où il y avait une telle pression, notamment sur la clé d'étranglement, où on voyait avant, c'était bavure policière, et encore même le terme bavure, il n'arrivait pas sur les plateaux télé, et qu'aujourd'hui, en fait, ces mobilisations, elles ont permis aussi notamment de voir et de mettre en avant le terme de violence policière. Est-ce que aujourd'hui, quand même, il n'y a pas un certain recul entre ce qu'ont été les mobilisations au mois de juin contre les violences policières et de voir aujourd'hui qu'avec une certaine impunité, ils remettent cette loi-là, ils attaquent et ils envoient les dissolutions ou ils menacent de dissolution des organisations musulmanes, etc., où on voit Darmanin avait parlé notamment de garde à vue pour l'exemple, excusez-moi, pas de garde à vue, de perquisition pour envoyer un message. Est-ce qu'en fait, il y a un problème au niveau de nos organisations et dans la manière en fait dont on doit riposter aujourd'hui pour les éviter de récupérer ce qu'ils ont donné, on va dire, avec la main gauche? Si ma question est claire. Il y a deux questions, donc je vais essayer de répondre une par une.
pour commencer, c'est évident que le reflux qu'on connaît là et la réaction et le passage à l'offensive, c'est évidemment le mouvement de balancier inverse du gouvernement qui essaye de reprendre la main. Jean-Michel Fauvergue, en commission des lois, au moment de la présentation de la loi sécurité globale, il a utilisé un terme qui est intéressant. Il dit qu'il s'agit de reprendre la main dans la guerre des images. Et oui, bah oui, parce qu'il y a une guerre des images. Il y a la guerre de tous ceux en fait, qui dénoncent le gouvernement, la police, qui diffusent massivement des images de violence policière. Et il y a la guerre de la vérité que le gouvernement tente d'imposer, celle d'une police au service du peuple, celle d'une police républicaine. Même Alliance, dans une interview pour le Parisien, aujourd'hui, ils disent la police, elle est républicaine, elle respecte les lois, etc. Donc, évidemment qu'aujourd'hui, ils essayent de profiter du reflux pour attaquer tout azimut et essayer en fait, de grappiller des outils qui vont les aider à réprimer les futures mobilisations. Donc, en ce sens-là, il y a un lien profond. Après, sur la question des organisations, pour ce qui est des… Je veux dire, si on regarde le paysage, par rapport à ce que je disais avant, je ne suis pas en train de dire que la situation est facile. La situation, elle est difficile. Il y a des centaines de milliers de personnes qui perdent leur emploi. Il y a des centaines de milliers d'emplois d'intérimaires qui ont été détruits. Il y a beaucoup de monde qui se retrouve au chômage. Il y a beaucoup de gens qui sont terrorisés par la possibilité de fermeture de leurs entreprises. Donc, il ne s'agit pas de dire allez, demain, on repart au combat, c'est facile, etc. Mais justement, c'est dans les moments comme ça qu'il y a besoin d'abord de souligner la faiblesse de l'ennemi pour dire que, OK, il profite de la situation parce que le fait qu'il y ait la crise sanitaire, il y ait la crise économique, ça lui permet de reprendre la main sur l'agenda politique national. Donc, souligner cette faiblesse-là et puis aussi préparer la riposte pour donner confiance à l'ensemble de ceux qui attendent un peu un signal aussi pour se mobiliser. Pour donner un exemple, moi, je suis pas mal sur Révolution Permanente la question du mouvement ouvrier. Bon, c'est évident qu'aujourd'hui, dans le mouvement ouvrier, il y a tout un tas de boîtes qui se font attaquer. Certaines luttent plus ou moins fort. Hein. En ce moment, il y a une grève chez Toreil. Il y a eu la grève chez Daher dans l'aéronautique. Il y a eu la grève chez AAA dans l'aéronautique. Le problème, c'est qu'en l'absence d'un plan national pour tenter de les articuler, c'est évident que c'est plus facile de se démoraliser, de se penser plus faible qu'on ne l'est. Et aujourd'hui, il y a cette urgence-là. Et pour finir, le problème… Tu réponds quoi, Paul, à toutes celles et ceux qui parlent de 2022, en fait, alors qu'on est dans la crise sanitaire aujourd'hui, que le chômage de masse, il s'accélère encore aujourd'hui, qu'il y a 1 million de personnes qui ont basculé sous le seuil de pauvreté. Tu réponds quoi à toutes celles et ceux qui ont l'illusion, en fait, de changer leur trajectoire, leur vie, en fait, avec une enveloppe et un papier dans l'urne? Moi, c'est très simple. Je leur dis, est-ce qu'on va attendre 2022 pour commencer à s'organiser et pour commencer à répliquer et à se préparer? Moi, je suis marxiste. Je ne crois pas que par les institutions, on puisse fondamentalement transformer ce système. Je pense que ce système, il est pourri et qu'il faut le renverser. Et même au-delà du fait d'être marxiste ou pas, la question, c'est est-ce qu'on va laisser ces attaques-là se passer? Est-ce qu'on va parier sur une hypothétique victoire électorale pour dans 2 ans pour commencer à se mettre en lutte? Pour moi, c'est ça la question centrale. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont envie de lutter, il y a de la colère. Le problème, évidemment, c'est qu'effectivement, il y a peu d'initiatives qui vont dans le sens d'essayer de les articuler, d'essayer de leur donner de la force. Et bon, du côté du mouvement ouvrier, notamment, je veux dire, il y a un choix des directions syndicales de se tenir sur le terrain du dialogue social depuis l'été dernier, bon, avant, mais je veux dire en particulier dans la séquence, d'essayer de grappiller sur la réforme des retraites, sur la réforme de l'assurance chômage que le gouvernement est en train de relancer, d'essayer de négocier boîte par boîte avec les directions. Et le problème, encore une fois, c'est que ça ne marche pas. Il y a un exemple très récent qui, à mon avis, est important à méditer et qu'on devrait tous regarder, on devrait tous apprendre de cet exemple, c'est l'exemple de Bridgestone. Bridgestone, malheureusement, les syndicats de la boîte ont dit au gouvernement, tenez, on vous donne les clés des négociations, allez mettre la pression aux géants, on vous fait confiance et on espère, et nous en attendant, on vous garantit qu'il n'y aura pas de lutte. Le délégué CGT, il a dit, nous, comme on a cru le gouvernement, tout le monde s'est tenu bien sage. Bon, mais le problème, c'est que 3 mois après, c'est un échec sur toute la ligne, c'est 863 travailleurs qui vont perdre leur emploi, c'est une boîte en fait
qui ne comprend de toute façon que le rapport de force. Et le gouvernement, ce n'est pas lui qui va aller créer du rapport de force avec le patronat international, c'est évident. Donc aujourd'hui, la solution à large échelle et l'urgence, c'est de reprendre en main ces luttes. Et moi, je pense que ce que disait Mamad tout à l'heure, c'est très important. Et je pense qu'on est beaucoup à faire cette expérience-là. Beaucoup l'ont fait. Des jeunes qui étaient aujourd'hui mobilisés contre la loi sécurité globale, des gilets jaunes qui étaient mobilisés en 2018-2019, les agents de la RATP qui étaient mobilisés à l'hiver 2019-2020. C'est quand on commence à reprendre les choses en main qu'on est capable de créer du rapport de force, qu'on est capable d'aller sur des stratégies un peu plus offensives et qu'on est capable d'arracher des victoires. Moi, je pense que pour les 2 ans des Gilets jaunes, si on devait se souvenir de 2 leçons centrales, la capacité à passer à l'offensive, c'est un mouvement qui est passé à l'offensive dans un pays où on est quand même habitué plutôt à se défendre contre les attaques du gouvernement, et puis aussi la nécessité de poser des questions qui concernent l'ensemble de la société. Les Gilets jaunes, ils sont peut-être partis sur la taxe de l'essence, mais très vite, ils ont posé la question des salaires, de la précarité, de la démocratie. Et aujourd'hui, une lutte d'ampleur, elle implique aussi de poser ce cadre-là, parce qu'on voit bien que tous les problèmes, la question des violences policières, la question du droit de la presse, la question de l'assurance chômage, la question des licenciements, ce n'est pas des questions isolées. C'est le même gouvernement qui nous attaque, c'est un système qui fonctionne avec la même logique. L'un va avec l'autre, l'un est le pendant de l'autre. Et donc, la question d'une lutte plus générale se pose de manière assez urgente, quoi. Une lutte révolutionnaire. Merci énormément, Paul. Avant de terminer ce live, je voulais qu'on remercie Mathieu Rigouste, parce que aussi dans les commentaires, il y en a plein qui nous ont demandé il est où Mathieu Rigouste, etc. Malheureusement, Mathieu Rigouste, et je salue mon camarade Arnaud qui est en régie, il a essayé presque une centaine de fois, il m'a envoyé des messages en perso en me disant j'arrive pas, on n'arrive pas en fait, son micro ne veut pas fonctionner pour le live. Et chers amis, chers camarades, on voulait absolument avoir Mathieu Rigouste parce qu'il a un œil et une analyse profonde en fait, notamment sur les questions et les tournants sécuritaires et le lien avec les violences policières. Et je vous assure, au nom de la rédaction de Révolution Permanente, on va essayer de faire un entretien avec Mathieu Rigouste en propre pour faire en sorte que la parole qu'il n'a pas pu porter aujourd'hui dans le live, il puisse la porter de manière différée et que toutes celles et ceux qui voulaient et qui suivent aussi Mathieu Rigouste puissent le voir rapidement sur Révolution Permanente. En tout cas, je m'engage, les amis, vous savez, quand je dis quelque chose, on le fait. La dernière chose, c'est que je vous disais, cette table ronde exceptionnelle, les amis, c'est-à-dire dans une période en fait où on avait l'impression qu'on était acculé, comme on avait fait la première table ronde, si vous vous souvenez bien, au moment de l'assassinat de Samuel Paty, avec des profs, avec des militants antiracistes, etc., avec Marouane Mohamed, par exemple, du CCIF, avec Youssef Brakni, Omar Slaouti et autres, on va renouveler encore une échéance qui va être aussi importante, en fait, politiquement, et pour pouvoir discuter de la situation. Je vous disais, c'est jeudi en live sur Révolution Permanente, et je partagerai notamment cette table ronde avec Françoise Vergès, Thomas Deltombe, Saïd Bouamama et Ludivine Bantini. On compte sur vous, toutes et tous, de faire vivre également nos lives, de faire vivre également Révolution Permanente. Celles et ceux qui découvrent RP pour la première fois, qui like la page, qui partagent aussi nos articles, nos événements et autres pour nous faire connaître. Vous savez, nous, on est un média bénévole, militant, un courant politique aussi marxiste, du bon côté de la barricade, comme on dit, parce que on veut combiner en même temps le fait d'informer, mais également le fait de ne pas uniquement se contenter d'informer pour informer, ou ne serait-ce que de discuter des choses, mais également de penser à comment s'organiser, comment penser à passer à l'offensive, en fait. Et c'est pour ça que notamment, vous trouvez plein de militants de Révolution Permanente sur les piquets de grève, dans les assemblées générales, dans les manifestations, dans l'ensemble des mobilisations. On est aussi dedans pour pouvoir faire bouger les choses, et c'est important, et notamment de nous soutenir aussi médiatiquement, c'est primordial. Et je ne vais pas en dire plus, les amis, mais on vous prépare pour le mardi 24 novembre un partenariat, c'est du jamais vu. Mardi 24 novembre, j'en dis pas plus, il y aura une émission exceptionnelle de chez Exceptionnel, et non pas uniquement Révolution Permanente, mais je vous dis que ça, les amis,
un partenariat Révolution Permanente et avec ma camarade Aude Lancelin de Quartier Général, on va faire une émission ensemble sur les 2 ans après le mouvement des Gilets jaunes, le bilan de l'ensemble des mobilisations. Et je ne dis pas le nom des acteurs et actrices qui seront là présents pour cette émission exceptionnelle. En tout cas, ça sera mardi 24 novembre. Vous en saurez plus dans les jours à venir. Et voilà. Chers amis, j'étais heureux d'avoir animé ce live et d'avoir partagé cette soirée avec Aria Halimi. Je salue Mathieu Rigous qui n'a pas pu malheureusement se connecter, mais comme j'ai dit, on différera son entretien. Mathieu Mollard de Street Press. Mamadou Camara, le grand frère de Gaï Camara, également membre du collectif Vivolé, le collectif des familles de victimes de violences policières, et également qui est aussi aux côtés du comité Justice et Vérité pour Adama Traoré. Il y avait également Alberta, qui est militante à Révolution Permanente et au NPA Jeunes pour parler de la LPR dans les universités et c'est ce tournant que veut imposer le gouvernement à l'aune peut-être de futurs blocages et de futures mobilisations dans les facs. Et également, on a eu Aria Halimi, avocat au barreau de Paris et membre de la LDH. Et enfin, Paul, pour le comité de rédaction de Révolution Permanente. Chers amis, c'était Anas Kazib, votre camarade de Révolution Permanente. Et très vite pour un prochain live. On se retrouve jeudi à 21h sur Révolution Permanente. En attendant, faites attention à vous. Force à vous. Merci pour tous les commentaires et à la prochaine. Ciao.